Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que ça fait littéralement 10 000 ans que j'ai pas tourné de vidéo. Les vidéos que j'ai publiées en début d'année 2021 ont été pré-filmées, pré-montées, etc. Donc ça fait longtemps que je me suis pas posée devant ma caméra pour vous parler de mes lectures, etc. Donc j'ai trop hâte. D'autant plus qu'aujourd'hui je vous présente mon top 10 de mes meilleures lectures de 2020, donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire et que ça va être long. Cette année j'ai réussi à faire un vrai classement parce que les autres années je faisais juste 10 livres comme ça mais sans vraiment d'ordre hiérarchique. Mais cette année j'ai réussi à faire de la 10e place à la première place, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Mais évidemment même si le livre est à la 10e place, s'il est dans cette vidéo c'est qu'il est incroyable et que j'ai trop aimé, donc évidemment je vous les conseille mais ça vous en doutez. Donc à la 10e position se trouve Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont, publié chez les éditions Michel Lafon. Dans cette histoire on va suivre Pauline qui va assister à la fête de Noël très arrosée de son travail. Elle finit donc la soirée assez pompette et donc elle termine la soirée avec Hervé qui est l'assistant du DRH dans le parking de son immeuble à faire des galipettes. Voilà, vous avez compris. Le problème c'est que une semaine avant, des caméras de surveillance ont été ajoutées dans son parking. C'est-à-dire que là il y a des vidéos qui existent d'elle et Hervé en train de faire des galipettes et quelqu'un les possède. L'urgence maximale pour elle à ce moment-là, c'est donc de se rapprocher de la personne qui détient ces vidéos, qui n'est autre que le gardien de son immeuble. Sauf que quand elle va le voir, celui-ci va lui proposer un marché. En fait, il va lui demander de l'accompagner pour les fêtes de fin d'année dans sa famille pour éviter l'éternelle question de alors t'as une copine, alors t'es en couple, blablabla. Blablabla. Elle va donc être obligée d'accepter parce que c'est le deal, lui il supprime les vidéos, elle l'accompagne. Ils vont donc passer une semaine à Santa les deux sapins pour une semaine de Noël très chouette. J'ai vraiment trop adoré ce livre, c'est le livre parfait pour la période de Noël. C'est vraiment un livre qui m'a fait mourir de rire, extra drôle, franchement le personnage est hilarant. On va donc suivre une famille pour qui Noël est la meilleure période de l'année et pour qui c'est vraiment important. Ils ont pas mal d'activités, de traditions qu'ils font tous les ans, etc. Et c'était vraiment trop chouette. À défaut d'avoir eu de la neige à Noël, ce livre m'a vraiment fait voyager, c'était incroyable. Il y avait de la neige, de la luge, des cadeaux et tout. Franchement c'est le livre parfait pour Noël, la comédie romantique typique à lire à Noël. Alors oui, c'est pas un livre qui va révolutionner votre façon de penser ou que sais-je, mais c'est vraiment un livre super drôle, cocooning, hyper doudou en fait pour les fêtes de fin d'année et franchement, je conseille de le lire, bon à cette période là en même temps tu vas pas le lire en été et je me suis vraiment retenue de pas le dévorer en 24 heures parce que justement je voulais faire durer ce plaisir même s'il y avait un tome 2. Et donc justement en parlant de ce tome 2, il est sorti à la fin de l'année 2020 du coup, en novembre il me semble, et je vous conseille vraiment de ne pas les enchaîner et de vraiment les lire à 1 an d'intervalle. C'est aussi la temporalité du roman, la première année ils sont, voilà, et le deuxième tome en fait ça se passe 1 an après, et je pense que c'est vraiment cool de les lire à cette même temporalité parce que du coup retrouver les mêmes personnages, et même si j'étais hyper contente de retrouver les personnages, je pense que j'aurais été encore plus contente de les retrouver 1 an après, tellement je les ai aimés et tellement ils sont drôles, et du coup là j'ai pas eu le temps de les lâcher en fait. Donc voilà, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien à Noël, hyper drôle, franchement une des meilleures comédies romantiques que j'ai lues pour Noël. J'en ai pas lu des millions non plus, mais franchement trop bien. Ensuite en 9ème position j'ai mis Les Roches Rouges d'Olivier Adam, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Dans cette histoire, on va suivre un garçon qui a 18 ans, qui vit chez ses parents, qui a arrêté les cours, qui boit, qui fume, qui se drogue, bref, il n'y a plus grand chose qui va dans sa vie. Et de l'autre côté, on va suivre une jeune femme qui vit avec son mari et son enfant. Et tous les deux vont être amenés à se rencontrer évidemment, mais ils vont partir loin pour fuir leurs problèmes. Je ne voulais pas vous en dire trop sur ce roman parce que moi je l'ai vraiment découvert à l'aveugle sans vraiment rien savoir, il n'y avait encore aucun avis vu que je l'ai lu avant sa sortie, et je pense que c'est pour ça que j'ai autant apprécié ce roman aussi, parce que ça a été une claque phénoménale, ça a été incroyable cette lecture pour moi. Mais je sais que certaines personnes réclament quand même un trigger warning en mode pour quand même prévenir du sujet qui va être abordé parce que c'est quand même un sujet difficile, donc je vais vous le dire, c'est pas trop spoilant non plus mais voilà, c'est pour vous donner le thème et pour prévenir les personnes les plus sensibles. Donc le roman parle en partie des violences conjugales. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, qui m'a presque fait pleurer. C'est un thème que j'avais jamais vu dans la littérature young adulte, mais je trouve que c'est important de prévenir et de parler de ce genre de choses parce que ça existe, oui, et c'est horrible. Mais en même temps je comprends que ça ne soit pas trop abordé dans la littérature young adulte parce que c'est quand même un sujet qui concerne plus les adultes. Après là ce livre là c'est pas que du young adulte, enfin franchement c'est un peu un crossover je trouve entre littérature young adulte et adulte. Sachant que normalement Olivier Adam écrit pour les adultes. Enfin bref voilà, c'est vraiment un livre poignant et qui m'a bouleversée. La fin est un peu frustrante mais je sais que ça a dérangé beaucoup de monde, moi ça va. Mais j'en garde un excellent souvenir dans l'ensemble et c'était vraiment un livre super touchant.
Ensuite, en 8ème position, j'ai mis Par le feu de Will Hill, publié chez les éditions Casterman. Dans cette histoire, on va suivre Moonbeam, qui est une jeune fille admirable. En fait, avant le début de ce roman, elle vivait derrière la clôture, je vais mettre beaucoup de guillemets dans ce résumé, et elle n'avait pas le droit de quitter la base, ni de parler à qui que ce soit. Elle obéissait au père John parce que si elle ne le faisait pas, les conséquences pouvaient être terribles. Jusqu'au jour où le père John s'est mis à mentir et jusqu'au jour où il y a eu l'incendie. Alors c'est un livre dont je vous ai pas encore parlé parce que je l'ai lu à la fin de l'année 2020 et j'ai beaucoup de retard dans mes updates lecture tout simplement. C'est vraiment un livre que j'ai dévoré en 48 heures à peine, c'est le style de livre que dès que tu commences tu peux plus le lâcher tellement t'as envie de savoir la fin. Pour ceux qui n'auraient pas deviné, il s'agit d'une histoire sur une secte grandement inspirée de la vraie secte de Waco où un homme a entraîné avec lui 86 personnes à la mort dans un incendie. Je vous laisse vous renseigner sur cette histoire horrible, mais en tout cas ce roman a été grandement inspiré de ce fait réel. Dans ce roman, l'histoire alterne entre avant l'incendie et après. Donc avant c'est quand ils vivaient dans la base, la secte, etc. Et après c'est pendant l'enquête, après l'incendie du coup, voir comment, pourquoi, qui, où, etc. Je trouve que ce roman est vraiment terrifiant et révoltant à la fois et en fait on se rend compte que ouais, il y a vraiment des histoires comme ça qui se passent en vrai et il y a vraiment des gens qui sont endoctrinés par une seule personne ou un groupe de personnes. Par exemple ici on suit beaucoup les enfants et d'un côté tu te dis ouais mais les enfants ils ont des pensées horribles, ils pensent vraiment comme le père John, etc. Mais d'un côté c'est des enfants et ils ont rien demandé et ils ont connu que ça donc ils peuvent pas vraiment... on peut pas les blâmer, on n'arrive pas... c'est compliqué à dire. Pas trop à leur en vouloir, enfin en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai eu parce que c'est des enfants, ils ont rien demandé encore une fois et c'est compliqué pour eux aussi et ils ne se rendent vraiment pas compte quoi. Encore une fois c'est un sujet très peu abordé dans la littérature young adult, en même temps c'est quand même un sujet assez dur hein, mais c'était vraiment une lecture assez perturbante qui nous plonge dans un jeu de manipulation vraiment dramatique. C'était très intense mais en même temps j'ai adoré ce roman, c'est très bizarre de dire ça mais voilà, si vous intéressez à ce genre d'histoire foncez, après si vous êtes plus sensible à ça, passez votre chemin. Ensuite, en 7ème position, j'ai mis Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, publié chez les éditions Hugo dans la collection New Romance. Dans cette histoire, on va suivre Azalée qui autrefois était une jeune adolescente classique qui vivait sa vie tranquillement, jusqu'au jour où certains événements l'ont poussée à devenir ce qu'on a toujours dit d'elle, c'est-à-dire une traînée, une fille qui couche avec tout le monde et... voilà, tous les mots que vous connaissez dans ce style-là. Mais le jour où sa mère décède dans un accident de voiture, son masque de jeune femme droite et très froide et indifférente va tomber. Elle décide donc de retourner à Charleston pour aller voir la maison de sa mère, voir ce qu'elle en fait, récupérer les affaires, etc. Elle s'était promise de ne jamais retourner dans cette ville, sauf que là, elle n'a pas le choix. Elle va donc retrouver certains amis d'enfance qui sont donc restés dans cette ville et aussi découvrir son nouveau voisin qui est assez séducteur. On va se rendre compte que tous ont un peu des secrets, donc on va découvrir leurs histoires. Si vous me suivez depuis plus de 2 ans, vous savez que les livres de Morgane Moncombe finissent toujours dans mon top 10, c'est incroyable. La plume de cette autrice est vraiment incroyable et vraiment les 2 autres livres ont été des énormes coups de cœur également et celui-là aussi mais c'était dans un autre style. Les 2 autres dont je parle du coup c'était Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis qui sont des romances qui abordent des thèmes difficiles aussi mais là je trouve que c'était vraiment plus, il y a vraiment pas mal de choses difficiles dans ce livre. Donc dans sa note du début l'autrice précise qu'on va donc faire affaire à du viol, du cyberharcèlement, du slut-shaming, de dépression ou encore de suicide. Donc voilà, et ce qui est fou c'est que à chaque roman de Morgane Moncombe que j'ai lu, j'ai pleuré. C'est incroyable. Morgane Moncombe est vraiment très très forte pour faire ce genre de scène où c'est hyper émouvant mais en même temps tu sais pas trop ce qui va se passer mais en même temps tu te doutes mais tu veux pas y croire donc t'es juste là en mode les larmes aux yeux et même les larmes qui coulent en mode non mais c'est pas possible. C'est vraiment super bien écrit et vraiment je me suis fait la remarque qu'à chaque fois que j'ai pleuré en lisant ces romans c'est une scène comme ça où tu sais pas trop mais que tu veux pas y croire etc. Donc voilà, oui c'est une romance mais ça va beaucoup plus loin que ça et franchement tous ces livres ce sont des pépites. Ensuite, en 6ème position, j'ai mis Killing November de Adriana Matter, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre November qui, encore une fois, est une jeune adolescente normale qui vit sa routine quotidienne quoi, jusqu'au jour où son père va l'envoyer dans un pensionnat parce que sa tante a été cambriolée. Il lui dit qu'elle sera plus en sécurité là-bas et qu'elle doit vite y aller quoi. Sauf que quand elle arrive dans ce pensionnat, elle va se rendre compte que c'est pas des maths, du français et de l'histoire qu'on apprend. Non, c'est du lancer de couteau, c'est empoisonner les gens, c'est de l'espionnage. C'est... voilà. Donc là, November, elle arrive ici, elle se dit mais où est-ce que j'ai atterri? Elle comprend pas non plus, son père lui a rien expliqué. Et un jour, un meurtre va être perpétué au sein de cette école et tout le monde va la soupçonner parce que, évidemment, c'est la petite nouvelle. Et bizarrement, dès qu'il y a une nouvelle, il y a un meurtre, c'est bizarre.
Donc voilà pour les résumés, et moi j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment à Night School, vraiment cette ambiance de pensionnat, d'école, de mystère, etc. Et au début c'est un truc qui m'a vraiment pas mal dérangée parce que je me suis dit mais c'est un copier-coller en fait de Night School, c'est bizarre, enfin c'est... Après moi j'ai adoré Night School, ça a été un coup de cœur, donc en soi j'aime bien, hein, j'adore ce roman. Mais au début ça m'a pas mal dérangée, et ensuite plus tant que ça, parce que bon bah encore une fois j'adore Night School, donc si je peux avoir une histoire dans le même style ça me va, mais aussi parce que oui ça ressemblait mais c'était pas exactement pareil non plus, on se focalisait pas sur les mêmes actions. Ici le gros de l'histoire c'était du coup l'enquête sur ce meurtre. Donc voilà, ça ressemblait un peu à Night School, mais finalement, bah, moi j'ai bien aimé. Et du coup, je trouve que ce livre, c'est un mélange entre Night School de V.C.J. Dougherty et La conspiration de Maggie Hall. Pour ceux qui ont lu les deux, vous pouvez un peu vous douter du coup de quelle histoire il peut s'agir ou dans quel monde on va évoluer. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire, je pense que je l'avais pas autant appréciée au moment M où je l'ai lu, mais en prenant du recul je me suis dit waouh mais c'était quand même incroyable, j'ai vraiment surkiffé, c'est pour ça qu'il fait partie de cette vidéo. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que on va suivre November, donc cette jeune adolescente qui arrive dans son pensionnat et qui comprend rien. Et du coup elle est comme nous et elle pose les questions quand on a envie de les poser, et elle reste pas juste passive en mode bah je comprends rien et c'est pas grave, j'attends quoi. Non, elle se pose des questions, bon elle a pas toujours de réponses et c'est ça qui est un peu chiant. Bon j'ai quand même trop aimé ce livre, et forcément même si on a envie que ça avance un peu plus vite, c'est le but du roman quoi, c'est de laisser des mystères. Donc voilà, le tome 2 est sorti en tout début d'année 2021, que j'ai déjà reçu et j'ai trop hâte de le lire, mais je pense que je vais relire d'abord Killing November pour me remettre bien dans l'ambiance et tout. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, j'adore. Et donc là on entre dans le top 5, c'est vraiment, bon tous hein, encore une fois tous les livres sont incroyables, mais là on entre avec des pépites de chez Pépites. Ça veut rien dire mais vous avez compris. En 5ème position, j'ai mis Ces petits riens qui nous animent de Claire Norton, publié chez les éditions Robert Laffont. Dans cette histoire, on va suivre 3 personnes, Aude, Alexandre et Nicolas. Ils vont se retrouver par hasard tous au même endroit, tous au même moment, c'est-à-dire au parc des Buttes-Chaumont à Paris. Ils ont tous leurs propres raisons d'être à cet endroit-là, à ce moment précis, mais ils vont être tirés de leurs pensées et de leur méditation au moment où une fille se penche au bord du pont. Salut, bonjour, je suis ton voisin. Je voulais savoir, est-ce que t'as un mec qui est passé relever ton compteur? Ok, merci. Merci, bonne journée. Toi aussi. Il a dû m'entendre parler, il a dû se dire je suis réveillée. Donc je disais qu'à ce moment-là, il y avait une fille qui était au bord du pont et qui menaçait de sauter et de se suicider. Voilà, on reprend à un endroit pas très fun. Évidemment, ils vont paniquer, mais ils vont réussir à la dissuader en faisant une promesse tous ensemble, alors que je rappelle qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et donc là, aucun d'entre eux ne vont se rendre compte que ce geste va bouleverser leur vie. En commençant ce roman, je me doutais que j'allais beaucoup aimer, mais je ne m'attendais pas à avoir un tel coup de cœur sur cette histoire. On est face à des situations banales de la vie quotidienne, c'est-à-dire une rupture amoureuse, un secret de famille, un proche qui est malade, etc. Et pourtant, l'autrice réussit à faire que ce soit poétique, que ce soit une histoire belle, avec une belle morale, et c'était incroyable. Et en fait, c'était tellement bien écrit qu'on ne peut qu'être emporté par l'histoire et intrigué par les personnages, etc. Donc voilà, c'était... C'est un roman qui donne beaucoup d'espoir, qui montre que la vie n'est pas toute rose et que on va s'en sortir, on peut s'en sortir. Et ça montre aussi à quel point on ne connaît rien de la vie d'autrui, que ça soit une personne que tu croises dans la rue ou même un ami un peu lointain. Vraiment, on a tous des soucis plus ou moins différents, plus ou moins graves, mais personne n'est parfait en fait. Quelqu'un peut paraître hyper joyeux à l'extérieur, mais en fait à l'intérieur elle est détruite. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo de la semaine dernière, chère année 2020, où je vous disais que moi j'avais vécu une rupture qui m'a assez détruite et je vous ai jamais montré, vous voyez, donc, et je pense pas que quelqu'un se soit douté. Donc voilà, ça c'est un message qui est aussi passé, que j'ai beaucoup apprécié. Il y a donc un beau message d'espoir et de tolérance surtout qui est passé dans ce livre. L'histoire de ces personnages qui sont réunis par le destin est vraiment magnifique, et c'est aussi un livre qui montre le meilleur comme le pire de l'être humain, et ça je ne vous en dirai pas plus pour que vous puissiez le découvrir par vous-même. Donc voilà, moi je compare vraiment ce livre à du Agnès Martin-Lugan ou Virginie Grimaldi sans la touche d'humour, en mode c'est des scènes de la vie quotidienne, c'est des choses qu'on a tous vécues mais de manière très poétique et de manière à faire passer un message d'espoir et un beau message de tolérance. Voilà. Ensuite, en 4ème position, j'ai mis Fashion Victim de Juno Dawson, publié chez les éditions Pocket Jeunesse.
Dans ce roman, nous suivons Jana, qui est une jeune fille de 16 ans et qui va se faire repérer par un agent de mannequin dans un parc d'attractions. Au début, elle hésite un peu, elle sait pas trop quoi faire parce qu'elle se dit mais moi mannequin, enfin what the fuck. Mais après réflexion et discussion avec sa famille, elle va accepter et signer son premier contrat. À partir de ce moment-là, sa vie va être chamboulée et tout va basculer très rapidement. Elle va défiler pour les plus grands, aux côtés des plus grandes stars et très vite, elle devient la top modèle numéro 1 mondiale. D'extérieur, on a vraiment l'impression qu'elle a une vie parfaite, elle est devenue une star en 2 semaines, elle a la gloire, le succès, etc. Mais on va vite se rendre compte que ce n'est que le début d'un énorme cauchemar qui va pousser Jana à révéler que le monde de la beauté et de la mode n'est pas si beau. Alors oui, le titre de ce livre peut paraître un peu bizarre, un peu niais, genre je suis une fashion victime, etc. Mais ça n'a rien à voir. Le livre ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait de l'expression fashion victime. Ce livre nous plonge dans le monde cruel de la mode et de la beauté, des fashion week et des défilés, etc. La vie de Jana ressemble vraiment à un rêve, mais en fait c'est vraiment que en surface. Franchement, qui n'a jamais rêvé d'être repéré dans la rue et de devenir une superstar en 3 semaines, enfin franchement tout le monde et moi aussi, hein, la première. Mais grâce à ce roman, on va se rendre compte que la réalité du métier n'est pas aussi belle que ce que l'on pensait. On sent vraiment que tout se dégrade petit à petit, miette par miette on va dire, et que au début oui c'est beau etc, mais qu'après c'est un cauchemar énorme. Ce livre nous montre plus que jamais que l'union fait la force, parce qu'au début de l'histoire, Jana ça sera la seule à parler, la seule à dénoncer les faits, que du coup personne ne la croit vu qu'elle est toute seule, mais ensuite dès que tout le monde s'y met et dès que tout le monde met son petit grain de sel en mode ok j'avoue moi aussi, en fait là ça va vraiment prendre un tournant incroyable. C'est littéralement le MeToo du monde de la mode et c'est écrit sur la couverture et c'était vraiment ça. Ce livre est vraiment important je trouve parce qu'on a toujours voulu idolâtrer les mannequins, leur ressembler, faire comme elles, etc. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'elles vivent, ou même pas que les mannequins, hein, tout le monde, on ne sait pas ce qu'ils vivent, donc on ne peut pas idolâtrer les gens, même les influenceurs sur Instagram. On ne vous montre que ce que l'on veut, encore une fois, mais ça vous avez compris je crois. Donc voilà, ce livre est vraiment explosif, incroyable, j'étais révoltée, j'avais vraiment l'impression de faire partie du roman. Et j'avais juste envie de faire bouger les choses quoi, donc je pense que ce roman est important et vous devez le lire. Ensuite on entre dans le top 3 de mes meilleures lectures de l'année 2020 et je peux vous dire que ça promet. En 3ème position j'ai mis Une évidence d'Agnès Martin-Lugan publiée chez les éditions Pocket. Dans cette histoire on est à Rouen et on va suivre une jeune femme qui élève seule son fils de 17 ans, Noé. Même si elle est célibataire, elle est très bien entourée par sa famille et son meilleur ami avec qui elle est associée pour son travail et son entreprise. Sauf que tout va basculer le jour... vous vous rendez compte qu'à chaque fois il y a un truc qui fait tout basculer. Hein. Donc tout va basculer le jour où elle va devoir aller à Saint-Malo pour son travail. Et là, il va se passer quelque chose qui fait que ces fantômes du passé vont ressurgir et que sa vie va un peu exploser. Donc personnellement j'avais découvert les livres d'Agnès Martin-Lugan cette année et ça a été une vraie révélation pour moi, j'ai vraiment envie de lire tous ses romans parce que les 3 que j'ai lus sont incroyables. Donc j'ai lu sa duologie Les gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile ne t'inquiète pas. Donc ceux-là c'était déjà des livres incroyables, j'avais trop aimé, mais là c'est vraiment un niveau au-dessus, c'était fou. Je trouve qu'Agnès Martin-Lugan a vraiment un don et un talent pour les personnages, pour le fait qu'on s'attache à eux, qui ont une histoire forte. Je trouve vraiment que le point commun des romans que j'ai lus d'elle, c'est vraiment les personnages qui ont une histoire incroyable et qui... Ouais, les personnages quoi, c'est vraiment le point fort des personnages des romans d'Agnès Martin-Lugan. C'est vraiment un livre qui m'a touchée, qui était dur et beau à la fois. Encore une fois, c'est comme Claire Norton, etc. C'est une histoire qui parle de la vie quotidienne, mais c'est tellement bien écrit, d'une manière poétique et avec des messages d'espoir et de tolérance, etc. que j'ai adoré. Vous allez voir qu'il y en a encore un après. Mais voilà, c'est ce genre d'histoire que j'adore et je pense que tous les livres comme ça je vais les aimer et en fait je trouve que c'est tellement beau alors que ce sont des histoires banales entre guillemets, enfin c'est pas tant banal que ça mais je veux dire ouais c'est vraiment très bien écrit, je suis sûre elle prendrait un bout de ma vie, elle l'écrirait, ça serait incroyable quoi, alors que ma vie y a rien de fou mais voilà. En tout cas Agnès Martin-Lugan, grosse révélation pour moi cette année 2020, j'ai vraiment trop aimé ce livre et en particulier celui-ci qui est mon préféré pour l'instant et je crois qu'il est préféré de beaucoup de monde aussi. Donc en 2ème position j'ai mis Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi publié chez les éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire on va suivre Julia qui va répondre à une offre d'emploi pour devenir psychologue à la maison de retraite L'État Marie à Biarritz. Julia elle ne croit plus du tout au bonheur et en plus de ça elle n'apprécie pas plus que ça les personnes âgées. Mais petit à petit, elle va se rendre compte que les pensionnaires de cette maison de retraite ont beaucoup plus de choses à lui apprendre que ce qu'elle ne pense. Elle va donc doucement reprendre goût à la vie avec des papis farceurs, des mamies hyper drôles et tout. Enfin bref, tous les personnages sont hilarants. Et sur la 4ème de couverture, il y a une phrase qui résume très bien le roman, je trouve, qui dit « C'est l'histoire de chemins qui se croisent, les chemins de ceux qui ont une vie à raconter et de ceux qui ont une vie à construire ».
Encore une fois, comme pour Morgane Moncombe, mais là sur un niveau au-dessus, à chaque livre que je lis de Virginie Grimaldi, il s'agit d'un énorme coup de cœur et pour le coup, là c'est mon plus gros coup de cœur et mon livre préféré de Virginie Grimaldi. Encore une fois, c'est une histoire incroyablement humaine qui nous montre que même après des épreuves difficiles, on peut s'en sortir et on peut toujours trouver des moments de bonheur là où on ne s'attend pas. On voit vraiment avec ce livre que même si les personnes âgées peuvent paraître aigries, méchantes et un peu chiantes, elles ont vécu tellement de choses qu'elles ne peuvent que nous apprendre des milliards de choses et on ne peut que en prendre de la graine en fait parce que elles ont vécu 4 vies avant nous quoi. C'est un livre rempli d'espoir et d'humour évidemment, avec Virginie Grimaldi on n'échappe pas à l'humour et vraiment quand je lisais mon livre j'étais morte de rire, enfin j'étais pas juste avec mon petit sourire, vous voyez, c'était, je rigolais, j'étais morte de rire. Vraiment ce livre est incroyable et franchement l'humour de Virginie Grimaldi, mais je m'en remettrai jamais, c'est tellement drôle, c'est tellement frais et c'est tellement un livre qui donne envie de vivre et de vivre sa vie à fond et de pas abandonner et de profiter de chaque moment en fait. Donc voilà, ce livre c'est vraiment une bouffée d'air frais qui fait vraiment du bien et si vous n'avez pas encore découvert Virginie Grimaldi, qu'attendez-vous? Franchement il m'en reste juste un à lire et j'ai pas envie de le lire parce que ça voudrait dire que j'en aurais plus d'autres et que j'aurais lu tous ces romans. Donc c'est dur pour moi. Mais vraiment Virginie Grimaldi, gros coup de cœur de ma vie quoi. Enfin... Et donc on arrive sur ma meilleure lecture de l'année 2020. Franchement, est-ce que vous savez? Dites-moi, faites pause dans cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez que ça va être. Je pense que vous pouvez peut-être vous douter, ça a été un énorme coup de cœur pour moi et comme j'en ai pas encore parlé, c'est sûrement le numéro 1 de cette vidéo, donc dites-moi ce que vous pensez. Donc ma meilleure lecture de l'année 2020, roulement de tambour s'il vous plaît, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Alors dans cette histoire, on a d'un côté Léa qui a 16 ans et qui a un grand talent pour le basket et qui ne rêve que d'une chose, c'est intégrer la YNBA, Women NBA, donc l'équipe féminine de la NBA. Son père c'est son coach, son meilleur ami, son confident, celui avec qui elle passe le plus de temps et donc elle a un très grand avenir dans le basket de haut niveau. De l'autre côté on a Anthony qui a 17 ans et qui lui ne rêve plus de rien en fait parce qu'il a une vie vraiment difficile. Il doit gérer les absences de son père mais aussi les gardes à vue de son frère etc. Évidemment les deux vont être amenés à se rencontrer mais ils n'étaient pas censés se revoir jusqu'au jour où, vous vous souvenez il y a toujours un truc qui bascule, jusqu'au jour où la vie de Léa s'effondre et le seul qui pourra aider Léa c'est Anthony. Je vous l'ai déjà dit, mais quand je vous parle d'un livre que j'aime trop, j'ai toujours peur de trop en dire justement par peur que vous soyez déçus après, que vous ayez trop d'attentes, etc. Mais là pour le coup, clairement, concrètement, honnêtement, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas aimer ce livre. Vraiment j'ai vu aucun avis négatif et même la fin de l'histoire est tellement belle et tellement... ouais belle, c'est ça le mot, que vraiment personne ne peut ne pas aimer cette histoire, vraiment je vois pas comment. Ce livre en fait parle d'avoir des rêves et de tout faire pour les atteindre mais que en fait il y a des obstacles dans la vie qui font que voilà c'est pas forcément ce qui est possible. Encore une fois c'est un beau message d'espoir et aussi c'est un livre qui retourne tous les clichés parce que par exemple dans ce livre c'est le père qui s'occupe de la famille à la maison, qui fait à manger pour les enfants etc. pendant que la mère ramène l'argent on va dire, et par exemple aussi c'est la fille qui fait du sport de haut niveau et pas le garçon. Ce livre est vraiment incroyable, je ne sais pas comment l'exprimer, j'ai pas les mots en fait pour ce livre, je trouve que c'est vraiment un livre qui s'inscrit dans la littérature young adulte mais c'est vraiment un crossover entre le young adulte et la littérature adulte parce que franchement faut être accroché quand même pour survivre à ce livre et survivre à toutes les émotions que le livre va nous faire passer. Franchement dès les premières 50 pages vous allez pleurer en fait, enfin c'est incroyable, c'est dur en fait ce livre et donc oui il faut être quand même accroché. Il est vraiment très très fort émotionnellement et donc j'invite vraiment tout le monde à le lire. Je ne préfère pas vous donner le thème principal de ce livre parce que c'est pas écrit sur la couverture et on le découvre assez vite mais c'est assez bouleversant et je pense que c'est mieux que vous le découvriez par vous-même. Ce que je peux vous dire c'est que c'est un livre très instructif qui moi m'a appris beaucoup de choses et je pense qu'il va apprendre des choses à 99% des personnes parce que c'est quand même un sujet assez méconnu du grand public je pense. Je suis quasi certaine même. Donc ouais c'est aussi à ça que servent les livres, ça sert à nous instruire, à nous apprendre des choses et à nous instruire. Donc voilà, j'ai pas trop les mots pour ce livre, ça a été mon plus gros coup de cœur depuis très longtemps. Et c'était le premier livre de Marie Vareille que je lisais et c'était certainement pas le dernier. J'en ai d'ailleurs un autre, j'ai failli recommencer. La vie rêvée des chaussettes orphelines et non la vie chaussette des rêvées orphelines, qui se souvient? J'ai qu'une envie, c'est de lire tous les autres. Et acquis dans ma palle, la vie chaussette des rêvées orphelines. Donc voilà, mon plus gros coup de cœur de l'année 2020 et depuis même un bon moment, donc incroyable. Lisez-le s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai vraiment présenté les pépites des pépites de 2020. Évidemment, il y a aussi d'autres bonnes lectures, mais là c'est vraiment les meilleurs livres pour moi que j'ai lus sur cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si vous comptez les lire, quels livres je vous ai plus donné envie de lire, etc. Et aussi surtout à me faire votre top 10 parce que je suis toujours preneuse de recommandations littéraires, même si j'ai déjà 200 livres à lire dans ma pile à lire, c'est pas grave, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!